Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Éric Denessé. Il est le directeur et le fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement. Début janvier, dans une interview accordée aux médias locaux azerbaïdjanais, le président Ilham Aliyev a tenu des propos hostiles à l'égard de l'Arménie. Tout cela ne présage rien de bon quant à la sécurité de l'Arménie. On en discute avec M. Denessé. Bonjour M. Denessé. Bonjour. Alors, comme je le disais, Aliyev a traité l'Arménie d'État fasciste dans cette interview et de menace régionale. Il répète qu'il n'y aura pas de paix entre les deux pays tant que l'Arménie ne répondra pas par la positive à certaines demandes de l'Azerbaïdjan. Parmi ces demandes, on a l'ouverture du corridor du Zangezur qui se trouve dans le sud de l'Arménie, des changements dans la constitution arménienne et l'arrêt d'approvisionnement d'armes auprès d'autres pays. Mais d'autre part, Bakou continue, elle, d'acheter des armes en grande quantité auprès d'Israël. Quelle analyse faites-vous de cette interview et du discours tenu par Ilham Aliyev? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, je suis partagé entre la consternation et l'envie de rire, tellement les propos d'Aliyev sont d'une stupidité et d'une partialité sans fond. Effectivement, tout son interview préparée avec une équipe de journalistes internationaux sans le montage à plein nez, et c'est la propagande classique du dictateur azerbaïdjanais sur le sujet. Effectivement, il y a quand même des aspects éminemment inquiétants. Le discours qu'il tient sur l'Arménie en disant que l'Arménie, bien sûr, est un État fasciste, comme vous l'avez dit. Là, sincèrement, on se tient les côtes de rire, mais c'est d'une bêtise sans fin. Il y a même un moment donné où il rentre dans une grande description historique, en tout cas de sa version historique, des terres ancestrales que les Azéris devraient retrouver. Cette série de mensonges est absolument édifiante. Malheureusement, elle est très inquiétante, comme vous le signaliez, parce que non seulement il dit qu'il faut que l'Arménie cesse de s'armer, mais ses propos sont également de dire qu'il faut que l'Arménie rende un certain nombre d'armements qu'elle a reçus, faute de quoi il n'y aura jamais de paix. C'est une attitude excessivement hostile, totalement, bien sûr, arménophobe, et le régime, Aliyev et son régime se placent dans son discours dans une attitude de victime. Nous n'avons rien fait de mal, nous sommes vraiment des gens formidables, les Arméniens sont des gens très dangereux, ils sont soutenus par l'Iran, ils sont soutenus par la France. Voilà, donc tout ça est à la fois, c'est vraiment, je dirais, deux sensations que je retiens de ce discours, une envie de rire devant les mensonges tellement grossiers d'Aliyev, et puis bien sûr une très très forte inquiétude. Justement, vous parliez du fait que l'Azerbaïdjan se place en victime. Elle l'a fait notamment en faisant référence à la France et à plus petite échelle à l'Occident, en critiquant virulemment les pays occidentaux et notamment donc la France pour leur soutien à l'Arménie. Aliyev a accusé les pays occidentaux d'attiser le conflit dans la région et il affirme que les forces anti-azerbaïdjanaises dans certaines capitales occidentales sont animées par l'islamophobie et l'azerbaïdjanophobie et qu'ils encouragent l'Arménie à provoquer une nouvelle guerre dans la région. Qu'est-ce que ce discours signifie? Est-ce que c'est une manière de préparer de futures attaques, ou en tout cas de justifier, un moyen de justifier de futures attaques dans la région? Malheureusement, ça en a tout l'air. Effectivement, comme je le disais à l'instant, cette position de victime est en train d'être utilisée peut-être pour lui donner une justification à une action. Et c'est vrai, quand on l'écoute, on a l'impression quasiment que le monde entier est contre le pauvre Azerbaïdjan qui n'a jamais commis la moindre irrégularité qui soit. La France est particulièrement ciblée, évidemment, pour son soutien à l'Arménie, qui d'ailleurs, je le signale, est un soutien qui est extrêmement limité et faible. Même le soutien américain est un soutien politique. Il y a un petit peu de formation, mais ça reste très limité. De la même manière, il attaque l'Iran et notamment les provinces azerbaïdjanaises de l'Iran de manière extrêmement véhémente. Alors, il utilise par-dessus tout l'argument de l'islamophobie et finalement, on voit que dans tout son discours, finalement, tout le monde est contre l'Azerbaïdjan et bien sûr, en particulier Emmanuel Macron. Voilà, bien sûr, il a tendance aussi à blâmer la position française qui a essayé de convaincre d'autres chefs d'État de ne pas venir à la COP29. C'est vrai que c'est une espèce de pantalonnade, cette COP29, dans un pays qui bien sûr est un producteur d'hydrocarbures. Vouloir parler d'écologie est un contresens. Et c'est je dirais, une comédie à laquelle se sont livrées beaucoup de nations qui ont accepté, de chefs d'État qui ont accepté d'aller à cette COP29.
Euh, je voulais revenir sur sur votre profil. Vous êtes directeur et, comme je l'ai dit, le fondateur du Centre français de recherche sur le renseignement. Vous avez une expérience dans tout ce qui touche aux militaires, ou en tout cas à son analyse et autres. Euh, En tant qu'expert de ces questions-là, pour vous, comment vous définiriez le discours ou bien le stratagème dans le discours d'Aliyev, cette espèce de discours belliqueux, en fait, est-ce que c'est un stratagème pour quoi exactement? Écoutez, je pense que pour l'instant, Aliyev bénéficie de certaines conditions favorables. D'abord dans ses relations avec la Russie, même si elles se sont un petit peu tendues depuis que l'avion a été abattu au-dessus du territoire azerbaïdjanais, parce qu'effectivement l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de Poutine, qui s'est excusé, est quand même un peu grossière. Et puis également parce que l'Union européenne a besoin du pétrole russe. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie du pétrole livré à l'Union européenne n'est pas du pétrole qui vient d'Azerbaïdjan. Il y a du pétrole azerbaïdjanais, mais il y a aussi du pétrole russe recyclé, si je puis dire. Et puis, troisième élément, il profite du fait que l'Arménie soit un État enclavé et qu'il ait bien sûr l'énorme appui de la Turquie d'Erdogan pour considérer qu'il peut se permettre d'être provocant, d'être agressif, d'être hostile à l'Arménie, parce qu'il a le soutien de ce grand frère turc, et puis une forme finalement de passivité de la Russie, comme on l'a malheureusement observé lorsque malheureusement la conquête du Haut-Karabakh par les Azéris a eu lieu. Donc il profite de ça, mais en fait c'est un tout petit État. Est-il besoin de le rappeler? Alors mes amis arméniens me pardonneront parce qu'il a quand même 3 fois la population de l'Arménie, mais c'est surtout un État extrêmement fragile. Si demain il n'avait plus le soutien de la Russie et d'une partie de la Turquie, il n'adviendrait rien de bon sur place. Les Iraniens ont fait beaucoup de pression après les événements du Haut-Karabakh pour calmer les choses, et ça, c'est quelque chose qui a marché. Voilà, pour l'instant, il y a des rodomontades. Il a quelques moyens d'action, indéniablement, et notamment ce qu'il ne faut cesser de dénoncer, c'est le soutien d'Israël à ce régime dictatorial. On ne peut pas le qualifier d'islamiste, même si l'islam radical est présent en Azerbaïdjan. Ils ont essayé d'avoir une approche laïque de l'islam, d'ailleurs qui est abandonnée depuis quelques années, parce que le nationalisme azéri, bien sûr, se nourrit aussi de ses liens avec le monde musulman, et on a vu la manière dont, au moment des événements du Haut-Karabakh, il a fait appel à des tas de combattants venant de Syrie ou des sociétés militaires turcs pour être sûr d'emporter ce conflit. Et on se demande d'ailleurs si sans ces mercenaires, il l'aurait gagné. Revenons maintenant à la relation entre l'Arménie et la France. Donc, comme on l'a dit, ces quelques années, l'Arménie, depuis 2023 plus exactement, l'Arménie et la France ont approfondi leur coopération de défense. Vous avez dit qu'elle était quand même assez limitée, mais quelle perspective voyez-vous dans ce développement des relations entre les deux pays? Écoutez, je suis pour l'instant très, très mesuré. D'abord parce que la France, même si elle est un pays qui a un rôle important, n'est plus une grande puissance comme nous l'avons été par le passé. Nous connaissons une crise économique, des problèmes d'endettement. Nous sommes malheureusement engagés sur une très mauvaise voie dans le conflit entre l'OTAN et l'Ukraine, en ayant choisi délibérément un seul camp sans écouter les propos et le point de vue de nos amis russes. Et donc, nos moyens nous-mêmes sont limités aujourd'hui. Je me réjouis que le président Macron ait apporté son soutien à l'Ukraine, pardon, à l'Ukraine, pardonnez-moi ce lapsus, à l'Arménie. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable, mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui permettra à l'Arménie de tenir tête à l'Azerbaïdjan si ce pays continue son hostilité contre Erevan, et notamment en continuant à avancer aussi bien sur la frontière que sur le corridor de Zangezur pour essayer de connecter le Nakhichevan au reste du pays. Donc je pense que l'Arménie a besoin d'une diplomatie plus diversifiée, d'avoir le soutien de l'Union européenne. Alors, il y a un soutien politique, d'avoir aussi le soutien des États-Unis. Je pense que c'est d'abord par des voies diplomatiques que la situation sera résolue. Pour l'instant, sur le plan militaire, le déséquilibre est encore très très fort. Est-ce qu'il y a des moyens de pression qui peuvent être faits sur l'Azerbaïdjan, à votre avis? Peut-être pas du côté français, parce qu'apparemment les relations sont plutôt pas bonnes, mais au niveau, par exemple, des États-Unis, est-ce que les États-Unis ont des moyens de pression sur l'Azerbaïdjan pour éviter un conflit?
Je pense que l'Union européenne et les États-Unis ont les moyens de pression. Seulement, aujourd'hui, ces moyens de pression sont limités en fonction de notre attitude vis-à-vis de Moscou. Toute action contre l'Azerbaïdjan pour faire pression, pour le contraindre, serait perçue à juste titre, par Moscou comme une nouvelle action de l'Occident dans l'étranger proche russe. Et Aliyev joue beaucoup de cela. Je pense que la première pression à faire, ce serait sur le gouvernement turc, là aussi, parce que sans le soutien turc, l'Azerbaïdjan ne vaut pas grand-chose. Et puis, je me souviens de mon dernier voyage à Yerevan, où mes amis arméniens me disaient, nous n'avons que deux alliés, l'Iran et la France. Et je pense que là aussi, même si l'Iran souffre d'une très mauvaise réputation en Occident, je pense qu'une action commune entre les pays européens et l'Iran est indispensable pour faire pression sur l'Azerbaïdjan et pour la défense de l'Arménie. Et une amélioration des relations avec la Russie, c'est envisageable à votre avis? Écoutez, malheureusement, je ne la vois pas venir côté européen et côté français. Je pense que la prise de fonction de Donald Trump aujourd'hui et les décisions qu'il va prendre dans les mois qui viennent, dans les jours et les mois qui viennent vont être déterminantes. Je critique en permanence le manque d'autonomie de l'Union européenne et notamment de la France qui s'est totalement alignée sur les positions de l'administration Biden. Espérons effectivement qu'une amélioration des relations avec l'ensemble, enfin, de la France, de la Russie, mais de l'ensemble des pays européens est indispensable. D'autant, je dirais que la Russie, à mon avis, a un défaut majeur, c'est qu'elle fait du deux poids deux mesures. Elle-même réclame pour la Crimée et pour le Donbass, utilise pardon l'argument de l'autodétermination des peuples, et finalement elle ne reconnaît pas pour le Haut-Karabakh, et c'est la principale contradiction de Moscou. Et je crois qu'il faut que les Russes évoluent sur ce point. Merci, Monsieur Denessé, pour cette interview. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous et continuez à suivre Civilnet.